Aujourd'hui, on commence un nouveau chapitre et qui va s'intituler Physiologie respiratoire. De quoi va-t-on parler tout le long de ce chapitre? On va aborder, bien sûr, l'appareil respiratoire. Pour vous, ça va être un peu plus évident de passer par rapport aux autres. D'entre vous, vous avez déjà fait la physiologie cardiovasculaire. Parce qu'il y a des concepts en commun, il y a des ordres, il y a des relations, il y a tout ce que vous voulez. Celui qui a déjà fait la physiologie cardiovasculaire va avoir un peu de facilité à comprendre ceci. Aujourd'hui, nous allons faire un cours qui est important, malgré son titre. Lorsqu'on lit toute l'introduction, on va dire, oh, introduction, pourquoi pas ne pas commencer directement par avec un conservatoire? Eh bien non, on ne pourra jamais commencer les cours proprement dits de la physiologie respiratoire si on n'arrive pas à comprendre certains concepts et certaines définitions. Si vous n'allez pas avoir des bases physiologiques, vous n'allez pas pouvoir maîtriser ni la mécanique ventilatoire, ni les échanges alvéolo-capillaires, ni le transport des gaz dans le sang, ni la régulation, et j'en passe. Aujourd'hui, on va parler de rappel de concepts physiologiques de base et j'en passe. Qu'est-ce qu'on va dire dans notre premier concept fondamental? On va définir c'est quoi le mot respiration. Parce qu'en médecine, ce n'est pas la littérature. Lorsqu'on entend un terme comme ça, on ne va pas le définir comme la littérature française. Pour monsieur tout le monde, lorsque monsieur tout le monde entend le mot respiration, il va le définir comme étant le fait d'inspirer et d'expirer. Rien parler. Et bien, en médecine, en physiologie médicale, ce n'est pas du tout le cas. Déjà, première nuance. Et vous allez voir que cette nuance elle est très très importante pour vous, non seulement pour la deuxième année de médecine, mais pour toute votre pratique médicale. C'est quoi cette nuance? Pour la comprendre, nous allons revenir à l'exemple de l'être unicellulaire. La paramécie, vous avez tous fait ça dans les sciences baccalauréat et tout ça. Donc la paramécie, c'est un être unicellulaire, et d'après vous, comment il va respirer? Cet être unicellulaire, il va consommer de l'oxygène, il va rejeter du gaz carbonique. Mais comme c'est un être unicellulaire, cet échange, il va le faire directement avec le milieu extérieur. Ça va être un échange direct. Est-ce que je vous pose maintenant la question, est-ce que cet échange direct est concevable pour nous les êtres humains? Nous les êtres humains, nous sommes composés de milliards de cellules. Est-ce que nos milliards de cellules, pour vivre et pour consommer de l'oxygène, et qui doivent rejeter du gaz carbonique, vont le faire de la même manière? Donc, ces cellules, elles auront besoin d'un système de transport. Système de transport. Système de transport, pourquoi? Parce qu'il doit y avoir un système de transport capable de capter l'oxygène de l'air extérieur et de l'achever vers toutes les cellules vivantes. Et ce même système de transport doit être capable de transporter tout le gaz carbonique, si vous voulez, rejeté par toutes les cellules, pour l'acheminer vers. Et vous allez voir par la suite, on va passer au client. Donc, la prochaine fois, on va prendre. Donc, doit acheminer tout le gaz carbonique produit, le gaz carbonique. Donc, tout ce gaz carbonique produit par les cellules et qui ne doit pas s'accumuler dans l'organisme. L'accumulation de gaz carbonique dans l'organisme est très très dangereuse, elle est mortelle, et rapidement mortelle. Vous allez voir par la suite qu'elle est encore plus dangereuse que le manque d'oxygène proprement dit. Donc, on va dire que la voie respiratoire est surtout là pour éviter l'accumulation de gaz carbonique. Donc, on revient à notre système de transport. Je vous le mets la prochaine fois qu'on me trouve. 8h30, c'est 8h30. Donc, ce gaz carbonique produit par les cellules vivantes va être acheminé vers un organe capable de l'éliminer directement. Il y a un seul organe capable d'éliminer directement le gaz carbonique. C'est le poumon, c'est le seul. Le rein peut le faire, mais il va le faire d'une manière indirecte. Donc le poumon va directement éliminer par l'expiration le gaz carbonique produit pour éviter son accumulation. Et après ces concepts, après ces notions, nous allons maintenant pouvoir définir réellement c'est quoi la respiration.
la respiration, ce n'est pas le fait d'inspirer et d'expirer, c'est les mécanismes physiologiques qui vont nous permettre d'expliquer le transport de l'oxygène, de l'air ambiant, vers la cellule vivante, et le transport du gaz carbonique en sens inverse. Et à partir de ceci, vous allez pouvoir comprendre que la respiration est définie par une série d'étapes de transport. Une série, pas en parallèle, en série. C'est comme vous électronique. Donc, ces étapes de transport en série vont vous expliquer l'ensemble du phénomène respiratoire. Quelles sont ces étapes de transport en série? Voilà, ça c'est la définition. Maintenant, pour la maîtriser, en long et en large. N'oubliez pas que l'oxygène et le gaz carbonique vont être transportés, bien sûr, en sens complètement inverse. Quelles sont ces étapes de transport? Parce que vous allez voir que les cours de physiologie respiratoire, chaque cours va s'intéresser à une étape de transport. Parce que chaque étape de transport, nous allons devoir la définir, l'expliquer physiologiquement, expliquer les méthodes, les moyens de son exploration pour maîtriser un peu ce phénomène respiratoire. Quelles sont ces étapes de transport? La première étape de transport, on en a déjà parlé, c'est le renouvellement de l'air alvéolaire. Nous devons ramener de l'air de l'extérieur vers la profondeur du poumon. Sinon, il n'y aura pas d'oxygène et nous devons rejeter, en même temps, pour renouveler l'air alvéolaire, du gaz carbonique, nous devons le rejeter vers l'extérieur. Donc le fait d'inspirer pour amener l'oxygène vers les alvéoles, comme vous voulez, et d'expirer pour débarrasser l'air alvéolaire du gaz carbonique accumulé, nous devons ventiler. Alors, le mot-clé. Donc la première étape de transport, c'est la ventilation. Donc, actuellement, j'espère que vous faites la différence, vous faites la part entre la ventilation et la respiration. Là, parce que lorsqu'on ventile, on n'a pas encore approvisionné les cellules en oxygène et débarrasser en gaz carbonique. C'est une étape de transport. Elle est là. Voilà, c'est la première. Deuxième étape de transport. La prochaine fois, 8h30, hein, entre le chat. Donc, deuxième étape de transport. Nous avons inspiré, expiré. Inspiré, on a ramené de l'oxygène. On a expliqué, on a débarrassé du gaz carbonique. La deuxième étape, elle est majeure, elle est capitale. Nous allons lui consacrer tout un cours, bien sûr. C'est l'échange, c'est le transport des gaz entre l'air dans les alvéoles et le sang qui traverse le poumon. Donc on parlera d'échange alvéolo. Pourquoi capillaire? Parce que les alvéoles c'est tout petit, et ils ne vont pas être en contact avec des artères. Donc ils vont être en contact avec des tout petits vaisseaux qu'on appelle capillaires pulmonaires. Et donc déjà vous ne devez pas faire la confusion entre la circulation systémique et la circulation hématosique pulmonaire. Parce que le poumon, il va recevoir des artères issues de la horte pour la fonction de nutrition des bronches, du parenchyme, etc. Il va recevoir en même temps une autre circulation responsable de la transformation du sang veineux en un sang artériel. Parce que vous êtes déjà au courant, j'espère, que le ventricule droit, lorsqu'il éjecte le sang veineux pour le poumon, à travers l'artère pulmonaire, ce sang veineux va se transformer en sang artériel. Ensuite, les cavités gauche, le ventricule gauche, il va distribuer ce sang artériel pour tout l'organisme, toutes les cellules vivantes. Donc, il va y avoir une transformation. Et ce appareil pulmonaire, il sera seul capable à réaliser cette transformation. Donc, deuxième étape de transport, c'est les échanges alvéolo-capillaires. Et donc, voilà, échanges alvéolo-capillaires, et on parlera en genre très important de l'hématose. Donc, l'hématose, c'est un terme physiologique important et qui vous définit tout simplement le fait de transformer du sang veineux en un sang artériel. C'est une particularité très très importante du poumon. Donc, le poumon, ça sera un lieu d'intersection, de croisement entre deux circulations. Une première aérienne et une deuxième sanguine. Lorsque les deux se croisent, on va y avoir des échanges alvéolo-capillaires. C'est pour ça qu'on l'appelle échangeur. Notez bien, on a transformé le sang veineux en un sang artériel. Qu'est-ce qu'il nous reste? La distribution de l'oxygène pour toutes les cellules. Ça,
c'est, peut-être même mieux que le mot, c'est la pompe cardiaque, c'est la circulation artérielle. Donc la pompe cardiaque, grâce à l'injection ventriculaire gauche, on va propulser, donner de l'énergie à un sang artériel pour qu'il soit distribué tout le long de la circulation artérielle et pour approvisionner toutes les cellules vivantes en oxygène. Donc la troisième étape, on y concentrera un cours, c'est le transport des gaz dans le sang. Dans ce cours, on va parler d'un transporteur très important physiologique respiratoire, c'est l'hémoglobine. L'hémoglobine qui se localise à l'intérieur du globule rouge. Donc lorsque le sang arrive au niveau cellulaire, au niveau périphérique, donc retenez toujours la notion, compartiment central, c'est l'appareil ventilatoire, compartiment périphérique, ce sont les cellules, et en particulier le muscle strié. En physiologie respiratoire, on prend toujours le muscle strié comme repère de la cellule périphérique qui va consommer de l'oxygène, qui va rejeter du gaz carbonique. Donc, après le capillaire, il va y avoir transport dans l'interstitium, transport vers le milieu intracellulaire. Ce transport, il va se faire grâce à un gradient de pression, c'est tout simple. La cellule, à l'intérieur d'elle-même, va transporter de l'oxygène. Elle, c'est pour produire de l'ATP, c'est la chaîne respiratoire. Mais les mécanismes de transport de l'oxygène à l'intérieur de la cellule, ça va être abordé par une autre chaire, un autre module, c'est la biochimie. Vous allez voir dans les cours de biochimie, les détails de la chaîne respiratoire, les protones, les catalases, etc., les enzymes. Nous, les physiologistes, on va vous expliquer tout simplement comment l'oxygène arrive de l'extérieur jusqu'à la cellule. C'est ça notre rôle principal. Donc, toutes ces étapes de transport, on va les expliquer, on va les dominer, on va les explorer grâce à la physiologie respiratoire. Sans oublier un concept très important, c'est la régulation. C'est comme la cardio. La fréquence cardiaque, elle va être régulée par un ensemble de paramètres pour que la distribution artérielle soit toujours parallèle aux besoins de l'organisme. Un sujet qui fait un effort physique ne va pas avoir la même fréquence cardiaque qu'un sujet au repos, qu'un sujet en plein sommeil. C'est pas la même chose. Donc il doit y avoir une adaptation respiratoire durant la vie d'un individu. Pourquoi? Parce que, en fonction des besoins métaboliques cellulaires, l'appareil respiratoire va devoir donner parfois plus, parfois moins de l'oxygène, va devoir parfois rejeter plus, parfois moins du gaz carbonique. Donc il doit y avoir une certaine adaptation. Et ça, c'est un cours très complexe, on va le faire en deux parties, et qui va s'appeler la régulation de la... Donc la régulation de respiration, ce n'est pas un état de transport, c'est un concept physiologique, on va le faire à part. On va terminer tout le chapitre par ce dernier cours qui s'appelle bien sûr la régulation de la respiration. Donc, ne faites jamais la confusion entre respiration et actuellement des médecins généralistes, des médecins spécialistes, lorsqu'ils veulent explorer toute la fonction respiratoire, ils demandent du spirométrie. Mais c'est le mouchelet. Lorsque vous faites du spirométrie, on va le voir, vous allez explorer la ventilation. Mais lorsque vous explorez la ventilation, vous n'allez pas explorer le phénomène respiratoire. Pour chercher une insuffisance respiratoire, c'est comme l'insuffisance cardiaque, vous n'allez pas faire de spirométrie, comme le font les médecins de la classe, les médecins spécialistes, les gens passent. Vous allez devoir explorer les gaz dans le sang artériel pour dire s'il y a insuffisance respiratoire ou pas. On va le voir par la suite. Voilà, donc ce schéma, vous l'avez déjà vu, vous l'avez déjà compris, j'espère, et qui vous rappelle la notion de petite circulation, à ne pas confondre avec la grande circulation. La grande circulation, la circulation systémique, qui se compose d'une circulation artérielle résistive parce qu'il y a de fortes pressions, et une circulation capacitive, veineuse, parce qu'il y a moins de pression et surtout de capacité de dilatation. Donc, elle part du ventricule gauche, consommation cellulaire. Donc les cellules vont rejeter du gaz carbonique. Ici, il va y avoir l'inverse, c'est-à-dire le sang artériel va se transformer en sang veineux. Le sang veineux rejoint l'oreillette droite par les veines caves intérieures et supérieures. L'oreillette droite va l'éjecter, le propulser vers le ventricule droit, qui lui, va directement le propulser vers notre échangeur, l'appareil pulmonaire. Et donc, ce gros tronc qui va ramener le sang veineux pour le poumon pour le transformer s'appelle l'artère pulmonaire. Donc l'artère pulmonaire, malgré que son nom, c'est artère, ça va transformer
c'est du sang veineux. Lorsque le sang veineux, par magie, c'est cette magie qu'on va expliquer en physiologie respiratoire, va se transformer en sang artériel, le sang artériel rejoint le ventricule gauche par les veines pulmonaires. Donc malgré leur nom c'est veine, ces veines pulmonaires ne faites pas la confusion. Donc le poumon, il sera soumis à une double circulation, une circulation hématosique, c'est la petite circulation, celle-ci, qui va nous intéresser en physiologie respiratoire, et il va avoir une autre circulation nourricière qui va provenir de la ventre. Et pour info, parfois, certains malades ont une malformation congénitale, vous trouvez un lobe pulmonaire qui n'a pas de vascularisation hématosique. C'est un lobe pulmonaire uniquement vascularisé par la circulation systémique. Donc ce lobe pulmonaire, il va être complètement exclu de la fonction hématosique. C'est la séquestration pulmonaire. Cette séquestration pulmonaire, donc vous allez avoir un lobe qui va suppurer, qui va provoquer des infections et qui ne va pas participer aux échanges alvéolo-capillaires. Pourquoi? Parce que ce lobe pulmonaire, atteint par une séquestration pulmonaire sur l'information, ne participe pas aux échanges gazeux. Donc, petite circulation nourricière, grande circulation, ne faites pas la confusion. Donc, le système respiratoire, pour vous rappeler qu'il n'a pas uniquement la fonction d'hématose. Le système respiratoire n'est pas uniquement responsable de transformer le sang veineux en sang artériel, il peut avoir d'autres rôles, comme un rôle immunitaire très très important. Pourquoi le poumon a un rôle immunitaire très important? Parce que pour réaliser cette fonction pulmonaire respiratoire, il va être exposé au milieu extérieur. Et vous allez voir que la surface de contact entre le poumon et l'extérieur est très importante. C'est à peu près 50 à 70 mètres carrés. C'est trop tard. Donc la surface elle est de 50 à 70 mètres carrés. C'est une surface très très importante. Donc il va être en permanence en contact avec de l'air extérieur qui contient de la poussière, des bactéries, des virus, des vapeurs chimiques. Donc il sera exposé, il va devoir se défendre. Et pour se défendre, l'appareil respiratoire est muni d'un système immunitaire très très performant. Ce système immunitaire va être capable de développer des réactions de défense à la fois généralistes et parfois spécifiques. Si c'est un germe banal de défense immunitaire globale, générale, qu'on appelle non spécifique, vont suffire. Le macrophage, les leucocytes, les globules blancs vont suffire. Si l'agression est beaucoup plus importante, bien sûr, le système immunitaire va mobiliser des réponses plus spécifiques. Vous allez avoir les réponses humorales et les réponses cellulaires cytotoxiques. Et les réponses humorales, puisque c'est une muqueuse respiratoire, les muqueuses, qu'est-ce qui les protège? Les immunoglobulines, c'est les immunoglobulines A, principalement. Donc, vous voyez bien qu'à côté du système immunitaire, vous allez avoir un phénomène que vous allez bien développer en histologie, c'est l'EMC. C'est quoi l'EMC? C'est l'épuration muco-ciliaire. Parce que nous avons un mucus qui tapisse les branches, vous avez des cils qui bougent comme ça, elles vont transporter le mucus. Donc le mucus, il capte les impuretés, les bactéries, les germes, il va être transporté de bas vers le haut, pour être soit craché, soit avalé. Donc cette épuration mucociliaire, elle est très importante. Et si ce mécanisme, d'ailleurs, si ce mécanisme sera altéré, l'appareil respiratoire va être soumis à des infections répétées. Et quelle est la pathologie? On va donner un exemple très connu en médecine qui peut altérer cette épuration mucociliaire. Le mucus devient trop épais. Puisque le mucus est trop épais, il sera difficilement transportable par les cellules. C'est la mucoviscidose. La mucoviscidose, donc c'est une anomalie génétique qui va toucher le canal chlore de la cellule endothéliale bronchique. C'est pour vous dire l'importance des petites choses. Si le canal chlorique est atteint, le mucus sera trop épais, ne sera pas transporté et mucoviscidose. Donc c'est une maladie qu'on voit chez les jeunes enfants. On va réaliser des tests pour la reconnaître et comme ça. Donc tout ça pour vous dire que les défenses immunitaires n'ont rien à voir avec la fonction hématosique. C'est une fonction principale du poumon. Un autre exemple, le rôle de filtre. Pour expliquer le rôle de filtre, nous allons revenir à la petite circulation. Si un caillou n'est pas dissous, se localise dans la circulation veineuse, il sera capté par le petit vaisseau pulmonaire pour éviter son passage vers la circulation artérielle. Parce que l'organisme a très peur de la présence de corps non dissous dans la circulation artérielle. Pourquoi? Parce que c'est une circulation à fort débit, et si le corps non dissous obstrue, bouche extrêmement un tronc important, s'il atteint le tronc, le système nerveux central, c'est accident vasculaire cérébral. S'il obstrue un tronc artériel du membre référence,
amputation. Donc c'est très dangereux, la présence de corps d'ambition dans cette façon, c'est très dangereux. Donc le système à la petite circulation va jouer le rôle de filtre pour éviter le passage. Ça, c'est un autre rôle. Un autre rôle, un rôle métabolique. Vous allez voir que c'est très important. Le rôle métabolique. Donc le poumon, surtout vous comprenez très aisément. C'est quoi l'exemple? C'est du rôle métabolique pulmonaire. Vous qui avez fait la physiologie cardiovasculaire. C'est quoi le rôle métabolique pulmonaire très important, les grands physiologistes cardiovasculaires que vous êtes? Très bien. Enzyme de conversion. لازم سكسيون ديال الصباط ولا سكسيون ديال الصباط صراحه غتبقى هذيك ما شي حسب اللي عاوتاني نفس الهضره علينا الرجال ديماريا على 5 دقائق. قلنا l'enzyme de conversion. Voyez l'enzyme de conversion. L'enzyme de conversion, capable de transformer l'angiotensine 1 en angiotensine 2. C'est l'angiotensine 2 qui sera la substance très puissante qui a un effet pharmacologique très important qui va permettre l'augmentation de la pression artérielle. Cette deuxième conversion, elle est présente dans les endothéliums vasculaires capillaires, dans tout l'organisme, mais surtout, principalement au niveau pulmonaire. Donc vous voyez bien qu'au niveau pulmonaire, vous avez un facteur métabolique très important qui vous explique, qui vous permet de comprendre un mécanisme de régulation de la pression artérielle. Donc tous ces ordres vous démontrent bien que l'appareil pulmonaire il a une multifacette, on va dire, et principalement le rôle principal c'est l'évatose, mais à côté de ce rôle principal, il faut avoir d'autres fonctions très importantes. Donc, le cours d'introduction, il vous permet de réaliser un petit rappel pour parler de relation structure-fonction. Parce que si nous n'allons pas décrire l'appareil respiratoire, les principaux éléments, et d'en dire 2 mots sur leur fonction, nous n'allons pas pouvoir comprendre la physiologie respiratoire. Donc on va faire un bref rappel sur la constitution du système respiratoire et quelle est la fonction de chaque partie. On commence bien sûr, puisque la première étape de transport c'est la ventilation, par l'appareil. J'ai pas mis l'appareil ventilatoire. L'appareil ventilatoire, grosso modo, c'est quoi? Qu'est-ce qui permet de ventiler? C'est la cage thoracique. D'un point de vue anatomique, d'un point de vue radiologique, nous allons partager cette cage thoracique en contenant et contenu. Qu'est-ce qu'on dit pour radio, 4e année de la pneumologie? Je vais vous expliquer contenant, contenu pour différencier le parenchyme pulmonaire de ce qui l'entoure. C'est comme un verre. Le verre, c'est le contenant. La boisson que vous allez déverser dans le verre, c'est le contenu. En physiologie, nous n'allons pas avoir la même approche. Parce qu'en physiologie, on explique un fonctionnement. Et la cage thoracique, l'appareil ventilatoire sera partagé non pas en contenu-contenant, mais en système actif et système passif. Ça, c'est très important. Et vous allez comprendre pourquoi c'est important. En physiologie, on sépare d'une part le système actif. Le système actif, c'est quoi? Ce sont les éléments capables d'agir. C'est un système actif. Et quel est l'élément dans notre constituant capable de se contracter pour déformer une structure? Il y a un seul élément, c'est le muscle. Donc les muscles de la cage thoracique, on va d'ailleurs appeler les muscles ventilatoires, vont représenter le système actif. Parce qu'en se contractant, ils vont permettre la déformation de la cage thoracique. Et c'est la déformation de la cage thoracique qui va vous expliquer le cycle ventilatoire. Vous ne pourrez jamais avoir un cycle ventilatoire sans déformation de la cage thoracique. Donc ce sont les éléments actifs. Tout le reste, tous les constituants, tout le reste, tous les éléments qui vont constituer une cage thoracique font partie du système parce qu'ils ne vont que subir l'action du muscle. Ils ne vont pas avoir une action de leur propre chef. Et quels sont les éléments passifs? C'est tout le reste. Vous avez le parenchyme pulmonaire, la tuyauterie, les voies aériennes, les côtes, le système osseux, le cartilage, c'est un système passif. Et particulièrement. Donc
plèvre, c'est très important. Donc, c'est l'élément qui va faire le lien, si vous voulez, la plèvre, malgré que c'est un élément passif. Il agit sous la contrainte de l'action musculaire, bien sûr, mais c'est un élément capital, très important en physiologie respiratoire et en pneumologie et en pathologie respiratoire, parce que c'est lui qui va faire le lien entre le parenchyme pulmonaire et la cage thoracique. Pourquoi il doit y avoir ce lien? Parce que les muscles, lorsqu'ils se contractent, ils vont déformer le poumon et la cage thoracique. Les muscles sont insérés entre l'os de la cage thoracique. Les muscles du thorax ne sont pas localisés à l'intérieur du parenchyme pulmonaire. Donc lorsqu'ils se contractent, ils vont déformer la cage. Et pour que le poumon suive les mouvements de la cage thoracique, il doit y avoir un lien entre celui-ci et la cage thoracique. Le lien, c'est la plèvre. Donc la plèvre va adhérer, va représenter une sorte de lien entre les mouvements de la cage thoracique et le poumon pulmonaire. Vous allez voir dans d'excellents schémas pour comprendre ceci. Donc, le système actif, bien sûr, ce sont les muscles ventilatoires. Cette notion, elle est capitale pour le prochain cours. Celui qui ne comprend pas cette notion ne pourra jamais comprendre la mécanique ventilatoire. Donc, la cage thoracique, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir une partie intrathoracique et une partie extra-thoracique. Déjà, toutes les voies aériennes localisées au-delà de cette partie, on va les appeler voies aériennes extra-thoraciques. Donc, à partir de cela, à partir de cette limite, on va avoir la trachée intrathoracique. Ça, c'est le médiastin. C'est l'espace entre les deux poumons. La trachée intrathoracique, elle va diriger la branche principale gauche-droite, branche lobaire, segmentaire, branche terminale, jusqu'à ce qu'on arrive aux alvéoles. Donc nous avons les côtes, nous avons le parenchyme, nous avons le muscle diaphragmatique, et tous ces éléments représentent le système ventilatoire. Donc, le système osseux fait partie du système actif ou la passif. Et le système osseux, il a une particularité très importante. Parce qu'il doit être à la fois rigide, elle est rigide, pour protéger les structures de la cage thoracique. Nous avons un poumon, nous avons un cœur qui bat, donc si on ne protège pas tout ça par une sorte de boucle, le moindre traumatisme va déstructurer ces éléments très importants, c'est la mort. Donc, il doit être rigide, c'est de l'os, et à la fois être souple. Pourquoi souple? S'il est trop rigide à 100%, est-ce que la contraction musculaire va déformer le processus ventilatoire? Et donc, cette complexité, rigidité, souplesse, elle va s'expliquer par quel élément? Par le cartilage. Les os de la cage thoracique ne sont pas soudés entre eux. Vous allez avoir un lien cartilagineux, ça c'est le cartilage sternocostal, vertébrocostal, donc il y a du cartilage pour pouvoir permettre un minimum de mouvement, bien sûr. Si vous avez une maladie qui va rendre ce cartilage dur, cette maladie risque de rendre difficile ces mouvements. Et il y a une maladie rhumatismale inflammatoire très connue, très importante, vous allez faire dans le module de rhumato, qui s'appelle SPA. SPA, c'est la spondylarthrite ankylosante. Cette maladie rhumatismale, elle va s'attaquer au cartilage des articulations pour le rendre de plus en plus rigide avec le temps. Donc les gens qui ont une maladie rhumatismale ne vont pas uniquement avoir des problèmes articulaires, mais à l'avant, ils vont avoir des problèmes respiratoires, parfois graves, parfois même mortels. Donc par une connaissance physiologique respiratoire, vous pouvez comprendre le lien entre une maladie inflammatoire articulaire et une détresse respiratoire. C'est ça la complexité de la médecine et son charme. La médecine, c'est pas comme les maths. Chaque groupe est localisé à part. La médecine, c'est enchevêtré. Vous allez voir lorsqu'on termine que la physiologie cardiovasculaire et la physiologie respiratoire, c'est intimement lié, ça travaille ensemble, et l'atteinte de l'une ou de l'autre risque de compromettre le partenaire. Donc, un autre schéma pour le système actif, c'est les muscles de la cage thoracique. Quel est le principal muscle de la cage thoracique? Parce qu'il y a plusieurs muscles. C'est le principal muscle parce qu'à lui seul, si on met à lui seul, il peut assurer une ventilation au repos. Donc la contraction, l'inspiration, l'expiration au repos est expliquée pratiquement uniquement par le phénomène de contraction et de relâchement diaphragmatique. Voilà, le diaphragme. Donc il a la forme d'une aiguille-coupole, sa contraction va l'abaisser, lorsqu'il s'abaisse, il augmente le volume de la cage thoracique, c'est l'inspiration. Lorsqu'il se relâche, il va reprendre sa position initiale, c'est
l'expiration. Pourquoi? Parce que les structures similaires, ça c'est un élément très important. C'est les structures thoraciques. Maintenant, la cage thoracique et le poumon, ce sont des structures élastiques. Lorsque vous les étirez, vous relâchez, elles vont reprendre ces structures, leur position initiale. Donc le simple relâchement diaphragmatique au repos vous permet d'expirer. Vous n'avez pas besoin d'intervention de muscles expiratoires de l'abdomen. Ça c'est le diaphragme. Donc on est en train de décrire les éléments de l'appareil ventilatoire. Ah, ça c'est très important. On a mis un schéma uniquement pour la plèvre. شو حكاية la plèvre? هذه بسبب la plèvre. Pour comprendre le fonctionnement pleural, vous devez savoir que la plèvre, c'est une écorce. C'est une écorce qui se compose de deux feuillets, viscéral et pariétal. Entre les deux feuillets, vous avez une très fine partie de liquide qu'on appelle liquide pleural. Ce liquide pleural, il va permettre le glissement du feuillet viscéral par rapport au feuillet pariétal. Le feuillet pariétal, je vous le dis. Je vous le dis. Là, entre le poumon sain, vous allez avoir un feuillet nain. Il va tapisser la surface externe. Et la cage thoracique, vous allez avoir un feuillet qui tapisse la face interne. Le feuillet qui tapisse la face interne de la cage thoracique, c'est le feuillet pariétal. Le feuillet qui tapisse la face externe, c'est le feuillet viscéral. Et puisque l'un glisse sur l'autre, on ne peut pas les séparer. C'est un liquide incompressible. Lorsque la cage thoracique est déformée, le poumon va automatiquement suivre. Pour mieux comprendre ceci, nous allons prendre un exemple pathologique qui n'est pas normal pour comprendre ce fonctionnement pleural. C'est le pneumothorax. C'est quoi le pneumothorax? Le pneumothorax, à droite, là, c'est la présence d'air. Tout ceci, c'est de l'air. Pourquoi il y a de l'air? Par exemple, parce qu'il y a eu une agression traumatique. Quelqu'un qui a été agressé par une arme blanche de couteau au niveau de sa cage thoracique. Donc, l'agression, c'est une plaie. La plaie a permis l'entrée d'air. L'air va séparer le feuillet pariétal du feuillet. Donc, même le poumon gris, il s'est complètement ratatiné, il est séparé de la cage thoracique, parce qu'il a toujours son feuillet viscéral. La cage thoracique, elle aura toujours son feuillet pariétal. Mais dans ce cas pathologique, vous avez de l'air entre les deux, c'est le pneumothorax. Et s'il y a de l'air entre les deux, même si les muscles de la cage thoracique se contractent, est-ce que ce poumon va participer à la fonction hématosique, à la fonction respiratoire? Donc le sujet qui a été agressé à droite par une arme blanche et qui a un pneumothorax total va survivre. Le temps il parle de l'hôpital, le drainage, etc. pour rétablir tout ça, va survivre grâce à l'existence du poumon gauche. Parce que ce poumon a été complètement exclu de la ventilation. Et bien sûr, s'il a une double agression par un blanche, il va mourir. C'est exceptionnel. Généralement, on a une seule agression par un seul côté. D'accord ou pas d'accord? Il y a des pathologies pulmonaires comme l'histiocytose X, très graves, qui peuvent provoquer des pneumothorax spontanés bilatéraux. Donc, ils peuvent provoquer l'asphyxie, la mort sur place. C'est pour ça qu'on procède à un service pleural. Maintenant, on va accoler les deux feuillets par méthode chirurgicale d'un côté. S'il y a pneumothorax, le sujet va toujours vivre grâce à l'hématose du côté, bien sûr, accolé par la chirurgie. Donc, est-ce que vous avez bien compris le fonctionnement pleural dans l'appareil ventilatoire? Donc, la plèvre, malgré qu'elle soit un élément passif, le mot passif, je ne sais pas important. Passif, c'est physiologique. Il ne va pas se déformer par lui-même. Il a besoin d'une action musculaire pour se déformer. Mais les éléments passifs sont tous très importants. Vous ne pouvez pas avoir de la ventilation sans bronche. Vous ne pouvez pas avoir des échanges sans parachute pulmonaire. Vous ne pouvez pas avoir de ventilation sans plèvre. Donc, on continue notre description de l'appareil ventilatoire, de la structure-fonction. On va parler un peu des voies aériennes. Les voies aériennes, c'est très important. Pourquoi? Parce que c'est la tuyauterie. Et sans tuyauterie, nous ne pouvons pas ramener de l'air de l'extérieur vers les alvéoles. C'est les voies de transport. Donc, vous allez avoir les voies aériennes extrathoraciques et les voies aériennes intrathoraciques.
كاين البورتابل يضرب طفي البورتابل. Donc les voyageurs extrathoraciques, je fais une fosse nasale, la cavité buccale, le pharynx, le larynx. Je cherche le larynx, c'est une chose très importante, les cordes vocales. Ensuite, la trachée extra-thoracique. Ensuite, la trachée intrathoracique, et on continue. On va parler ensuite des voies aériennes extrathoraciques. Les voies aériennes extrathoraciques, c'est les voies concernées par une spécialité médicale à part, qui est séparée de la pneumologie, parce que la pneumologie, c'est la spécialité qui concerne tout l'appareil ventilatoire thoracique. C'est un ORL, c'est ça que la spécialité, c'est l'otorhinolaryngologie. Donc les ORL vont s'intéresser au traitement et à la prise en charge des pathologies qui concernent ces voies aériennes extrathoraciques. Vous avez, premièrement, les muqueuses nasales. Au repos, spontanément, nous inspirons par les fosses nasales. Les fosses nasales, on n'inspire pas les fosses nasales, non pas par la cavité buccale. Pourquoi? Physiologiquement. Parce que les fosses nasales, elles ont le pouvoir de conditionner l'air. Parce qu'à l'intérieur des fosses nasales, vous avez des cornets. Ces cornets, soit cornets supérieurs ou inférieurs, vont permettre un grand contact entre l'air respiré et la muqueuse respiratoire. Et la muqueuse respiratoire, puisqu'elle est douée de cils, d'épuration mucociliaire, de captation de mucus, elle va purifier l'air respiré. Elle va le débarrasser des impuretés. La muqueuse respiratoire a une certaine température, beaucoup plus élevée que la température de l'air respiré, donc elle va réchauffer. Et puisqu'il y a une muqueuse, il y a de l'eau, il y a une vapeur d'eau, une certaine vapeur d'eau, elle va humidifier l'air respiré. Donc en humidifiant, en purifiant et en réchauffant l'air respiré, les muqueuses nasales ont rendu la qualité de l'air respiré plus supérieure avant qu'ils arrivent au l'appareil plus bas. Parce que l'appareil plus bas, c'est encore plus fragile. Si l'alvéole reçoit de l'air froid, plein d'impuretés et trop sec, on va avoir dissection, destruction. Donc le conditionnement, le terme conditionné, c'est quoi? L'usine distribue le yaourt, fabrication de yaourt. Ils ne vont pas vendre leur yaourt directement, ils trouvent des cartons. Donc on va conditionner la marchandise avant de la transporter et de la vendre. Donc le conditionnement de l'air inspiré, c'est une muqueuse nasale. Les gens qui ont une muqueuse nasale, qui ont des fosses nasales obstruées, très full comme un colonne. Il a une grippe, il a une allergie, il a un corps étranger, tout ce que vous voulez. Il ne va respirer pas. Et la cavité buccale n'a pas les mêmes capacités de conditionnement que les muqueuses nasales. C'est pour ça que les gens qui ont le nez bouché vont avoir toujours la gorge irritée, parce que l'air respiré est de mauvaise qualité. Donc après les muqueuses nasales, vous allez avoir le pharynx. Le pharynx, c'est un carrefour musculaire. Ça c'est une notion majeure en médecine. Donc c'est un carrefour musculaire constitué plus de 20 muscles. Donc c'est des muscles qui vont représenter un canal. Et puisqu'il n'y a pas de structure osseuse ou cartilagineuse, comme pour la cage thoracique, pour le maintien, comment est maintenue cette structure ouverte? Parce qu'il n'y a que des muscles. Comment on va éviter le tassement musculaire? Il n'y a pas d'os, il n'y a pas de cartilage. Quel est le seul élément garant de la vaillance, l'ouverture pharyngée? Parce que si les pharynx se ferment, c'est la catastrophe. On ne va pas pouvoir manger, on ne va pas pouvoir respirer. Parce qu'il est concerné à la fois par la digestion et à la fois par la respiration. Puisqu'il est constitué uniquement de muscles, c'est quoi le seul garant de sa vaillance? C'est la tonicité musculaire. Les muscles qui les constituent. Si les muscles sont trop lâches, ils vont se relâcher, ils vont s'aplatir, ils vont fermer la chose. Si les muscles restent toniques, le pharynx sera toujours veillant pour la respiration et la digestion. Et ce problème de tonicité musculaire, vous allez le rencontrer chez certains patients dans quelle phase d'entrevue? Soit la phase d'entrevue, ils le renversent, les muscles se relâchent complètement. Il y a une atonie musculaire chez les gens. Pendant le sommeil, et particulièrement dans le sommeil paradoxal, on a une activité, une genèse corticale trop importante, en paradoxe avec une atonie musculaire pratiquement complète. Donc les muscles se relâchent et vous pouvez avoir un collapsus pharyngé. Nous avons tous ça. Nous faisons tous des pauses respiratoires. Mais certains patients, ils font des pauses respiratoires beaucoup plus que la normale. On va dire qu'ils seront atteints d'un syndrome qu'on appelle apnée du sommeil. Apnée, menace.
arrêt de la respiration au cours du sommeil, le SAS. Le SAS, ça me rend très à la mode. Et donc le SAS, parce que le SAS central et périphérique. Le SAS périphérique, il est expliqué justement il peut être expliqué par une anatomie trop importante des muscles du pharynx. Donc tout ça pour vous dire que le pharynx est un élément faisant partie des barrières extrathoraciques et qui va vous expliquer, entre autres, une pathologie très importante en pneumologie, qui est le syndrome d'apnée du sommeil. Donc vous voyez bien, cartilage se trouve le rhumato, pharynx se trouve le sommeil. Donc, pour faire par exemple la bonne, on va parler beaucoup de pneumologie, mais c'est pas la physiologie respiratoire. Le bon pneumologue, s'il ne connaît pas de ce concept, de ces bases, ne va pas pouvoir maîtriser la chose correctement. Et je vous rappelle toujours qu'il y a deux bases très importantes en médecine, la physiologie et la sémiologie. Celui qui fait une bonne physiologie, une bonne sémiologie, a déjà les bases pour être un bon médecin. Celui qui cache sa physiologie en deuxième année de médecine, il a aussi celui qui fait une mauvaise sémiologie en troisième année, pratiquement, tout dépend, c'est un mauvais médecin. Parce qu'il aura du mal à rattraper par la suite, c'est quoi? Il va avoir des modules, où les mahfoud, où le nobli, où le crédit, avec gastro, avec dermato, avec la cardio, tout ça, il est des bases. Les bases se font en deuxième et en troisième année de médecine. Quand tu as deux problèmes, je trouve un bon médecin. Un problème des bases, un problème de la langue. Une catastrophe le français, en général. Donc faites un effort linguistique, langue française, ou dites-nous de bonnes bases, je trouve c'est très simple. Mais je ne sais pas ça. Et si vous ne faites pas d'effort personnel, mais ça dit que Voltaire est fort en français. Si tu ne fais pas d'effort sur les bases, مش راح نجيب حنا للدار نعلموك في لا فيزيولوجي ونجيك حناش مش حناش نعلموك لا سيميولوجي. C'est vous et uniquement vous qui vont devoir faire cet effort pour être bon médecin. رانا نجيبو في الكوارث. رانا نجيبو في الكاتاستروف. طبيب يكتب لك رقم تضحك عليه يا ربي ان ريزيدون الميدسان كي sa spécialité يكتب لك تضحك حطها في اليوتيوب يضحكوا عليه. شنو راح C'est de votre responsabilité. Mais je vous dis, je vais faire un ou service, non. Et les grèves anatomies, c'est la télé. Même à Paris, vous allez trouver des services insalubres. New York, plus. Les gens s'accrochent. Il faut aimer son métier, sinon, parfois, on va trop mauvais. C'est vous. Vous êtes responsable de vous-même. Le larynx. Le larynx, il vient juste après le larynx. Il y a des anneaux cartilagineux, donc il n'y a pas de problème de collapsus. Le larynx, sa particularité, c'est qu'il contient les cordes vocales. C'est l'organe de phonation. Donc, il va permettre le va-et-vient d'air, il va nous permettre de parler. Parce que sans cordes vocales, on ne peut pas parler. Donc voilà, après le larynx, nous arrivons aux voies aériennes intrathoraciques. Vous avez la trachée, les branches lobaires. Le poumon droit, il y a 3 lobes. Le poumon gauche, il y a un radiologue. C'est un lobe moyen gauche, un radiologue. Ça, un radiologue, médecin spécialiste en radiologie. Il bête dans la marque Mouchouilaya, j'aimerais que tu loues l'autre moyen gauche. Il nous donne arrêté. Médecin spécialiste en radiologie, je vais dire, le poumon gauche est l'obe supérieur inférieur. Il me parle de l'obe moyen gauche. Donc, branche, le poumon droit, vous avez 3 lobes, supérieur, moyen, inférieur. Ça, vous avez 2 lobes, 2 branches principales, supérieure et inférieure. Donc, lorsqu'on continue le parcours au niveau bronchique, nous allons arriver à des branches de plus en plus petites pour arriver aux bronchioles respiratoires, qui viennent juste après les bronchioles terminales. Et les bronchioles respiratoires, respiratoires par rapport aux bronchioles terminales, parce qu'au niveau des bronchioles respiratoires, nous avons l'ébauche, l'essence des premiers alvéoles. Donc, cet espace, c'est à la fois des branches et c'est à la fois des alvéoles. Donc il va participer un peu aux échanges capillaires. Donc ça ne va pas être un espace mort. L'espace mort, c'est quoi? C'est les branches qui vont conduire de l'air et qui seront complètement exclues de l'hématose. Ils ne participent pas aux échanges capillaires. Maintenant, je n'ai pas d'alvéole. C'est une zone de transport, espace mort, exclu des échanges capillaires. À partir des bronchioles respiratoires, commence à avoir une activité hématosique, avec le canal alvéolaire, beaucoup d'alvéoles, par la suite le sac alvéolaire, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de voies aériennes. La fin du trajet, la fin du parcours, vous allez avoir un sac
qui lui-même est constitué d'alvéoles. Cette structure, elle va vous permettre de comprendre, bien sûr, après, par la suite, les échanges capillaires. Ce schéma est très important. Il va vous permettre de comprendre l'arbre bronchique dans sa totalité pour vous dire que l'arbre bronchique va constituer d'une zone de conduction et d'une zone respiratoire. La différence, c'est quoi? C'est la présence ou non d'éléments alvéolaires. Donc la zone respiratoire, c'est la première structure alvéolaire qui va apparaître ici. C'est le bronchiole respiratoire. Alors, donc le bronchiole terminal s'arrête là. C'est la 32e génération. Donc si tu multiplies par puissance 4, le nombre à peu près dans le poumon, donc une cage thoracique. Donc on commence par la trachée, la première génération. La première division, ça c'est la carène. Vous avez la deuxième génération, 4e, 8e, 16e et j'en passe. Donc lorsqu'on arrive ici, bronchiole terminal, il y a la zone de conduction. Donc tout ça c'est l'espace mort. Même les fosses nasales et la cavité buccale, le pharynx, le larynx font partie de l'espace. C'est des voies aériennes qui ne participent pas aux échanges gazeux. Et la zone respiratoire, on peut la subdiviser en une zone de transition et en une zone purement hématosique. Je fais une zone de transition. La zone de transition fait à la fois des branches et des alvéoles, comme les bronchioles respiratoires. Et la zone respiratoire, c'est le sac alvéolaire. Maintenant, dans la zone respiratoire, il n'y a pas d'éléments bronchiques. Il n'y a que des sacs alvéolaires. Parce qu'il faut que la conception de l'espace mort. Voilà. Donc on a décrit l'appareil ventilatoire, on a décrit l'os, la plèvre, les muscles, le diaphragme, on a décrit les voies aériennes. En décrivant les voies aériennes, on doit parler d'un phénomène physiologique très important, c'est l'innervation des voies aériennes. On en a déjà dit de mon première année, on en a déjà parlé de bronchodilatation, de bronchoconstriction. Les branches respiratoires contiennent le musculus. Ce musculus sera innervé par le système nerveux végétatif. Le système nerveux végétatif est un système sympathique et un système parasympathique. Le système sympathique, le médiateur, c'est les catécholamines, c'est la noradrénaline, l'adrénaline, principalement par la nerveuse et principalement par la sanguine. Vous avez le parasympathique, dont le médiateur principal est, bien sûr, l'acétylcholine qui va agir sur le récepteur musculaire. Et bien, l'adrénaline, on a un récepteur sur les récepteurs adrénergiques, alpha et bêta. Donc l'équilibre, il y a un troisième système, ce n'est pas très important pour vous, c'est pour les spécialistes. C'est le non-adrénergique contre les mêmes. Nous, on a principalement. Si vous arrivez à comprendre ceci, on est déjà bien. Le diamètre de la branche, le calibre branchique, il est très important. Si la branche se ferme, le loyer il faut. Donc les résistances branchiques vont être très élevées. Et pour maintenir un diamètre normal, il doit y avoir un certain équilibre entre le système sympathique et le système parasympathique. Un équilibre, parce que le parasympathique il réduit le diamètre, la bronchoconstriction, le sympathique il dilate. Alors, les gens qui ont de l'asthme bronchique, les branches sont trop rétrécies, ils vont prendre des médiateurs qui vont stimuler le système sympathique pour dilater un peu les branches, pour lutter contre cette compression thoracique, cette gêne respiratoire. Et cet équilibre, déterminé génétiquement par l'environnement et tout ça, s'il est rompu, par exemple, si l'activité parasympathique devient supérieure à l'activité sympathique, il va y avoir une broncho. C'est l'exemple des sujets atteints d'asthme bronchique. Donc, retenez bien la notion du système sympathique-parasympathique. Retenez bien la notion de musculus, de médiateur et de récepteur, et de balance d'équilibre entre les deux pour le diamètre. On va en avoir besoin dans le cours prochain, un mécanisme conservatoire, des conditions dynamiques. On va parler de résistance, et ceci va être très important pour comprendre. Je préfère vous les donner en introduction, puis je suis là, dit comme ça. Donc les voies aériennes restent pas très importantes. L'unité fonctionnelle pulmonaire, c'est les toutes dernières. Vous allez voir ça en anatomie, ça c'est pas longtemps. Un petit joli schéma qui va vous représenter des bronchioles terminales, respiratoires, le sac alvéolaire, le l'enchevêtrement de l'arbre aérien avec l'arbre vasculaire. C'est pour ça que le poumon est appelé carrefour aérosanguin. Carrefour aérosanguin parce que c'est le lieu de rencontre entre une circulation artérielle et une circulation aérienne. Et ceci, ce lieu de rencontre, va vous expliquer le phénomène d'échange alvéolo-capillaire. C'est la deuxième étape de transport. Voilà. Si on met
sous le microscope, on va voir ce genre d'image. Ça, c'est les territoires alvéolaires, ça, c'est l'alvéole, le blanc, c'est l'air. Donc, le blanc, vous avez différents éléments. Quels sont ces éléments? Si on prend une toute petite partie et on l'agrandit pour comprendre la séparation entre l'air et le sang, on va voir une série d'éléments. On va commencer par l'air alvéolaire. Ça, c'est l'endothélium alvéolaire, constitué de deux types de cellules. Le pneumocyte de type 2, qui est globuleux, un certain volume, et le pneumocyte de type 1, qui est beaucoup plus aplati. Donc, 1, 2, 1, et j'en passe, donc ils vont former un endothélium qui va tapisser la surface interne de l'alvéole. Et vous savez voir dans le groupe prochain que le pneumocyte de type 2, elle est globuleux parce que c'est un riche appareil endoplasmique, un réticule endoplasmique très performant, donc il va synthétiser une substance très importante, lipoprotéine qu'on va appeler surfactant. Et cette substance, elle va tapisser la surface interne alvéolaire. Et cette substance, vous allez voir dans le prochain cours qu'elle va avoir un rôle majeur dans la ventilation. Donc après l'endothélium alvéolaire, on va avoir une membrane basale. Donc ça, c'est l'épithélium alvéolaire. À côté de l'alvéole, qu'est-ce qui passe? Le capillaire pulmonaire, c'est sa membrane capillaire, elle est là. Donc ça, c'est la membrane basale alvéolaire, et ça, c'est la membrane capillaire. Entre les deux membranes, il y a un espace. Le parenchyme pulmonaire, c'est interstition, c'est une structure entre deux éléments. Donc l'interstition, la membrane alvéolaire, la membrane capillaire, et le capillaire, il va contenir un liquide sur le plasma. Et les érythrocytes, entre autres. Et dans les érythrocytes, on va avoir l'hémoglobine. Ah, c'est mieux. Donc vous avez l'hématocyte, l'érythrocyte, le plasma, la membrane capillaire. Donc les échanges alvéolo-capillaires, c'est quoi? C'est l'oxygène qui passe de l'air alvéolaire. Il va traverser toutes ces structures pour arriver à l'hémoglobine. Et c'est le gaz carbonique en sens inverse qui va traverser tout ce chemin pour s'accumuler dans l'air alvéolaire. Et c'est l'expiration qui va débarrasser l'organisme de l'accumulation de gaz carbonique. Donc tous ces phénomènes, ce sont les échanges alvéolo-capillaires qu'on va détailler dans le troisième cours, physiologie respiratoire. Donc on est en train de décrire l'appareil ventilatoire. Dès les grosses voies aériennes extrathoraciques, on a les voies aériennes intrathoraciques, on est arrivé à la membrane. Donc c'est quoi? C'est la membrane alvéolo-capillaire, la MAC. C'est-à-dire la MAC, on va la détailler. Donc, Khaousma le rappelle voie aérienne. Donc, on va dire deux mots sur la vascularisation. On en a déjà parlé de la vascularisation. Il y a une circulation systémique nourricière qui n'est pas concernée par l'hématose, ou qu'il y a la petite circulation qui ne nous intéresse beaucoup en physiologie respiratoire, et la petite circulation responsable de la fonction principale pulmonaire qui est représentée par l'hématose. À côté, vous avez une troisième circulation, c'est la circulation lymphatique, c'est les défenses immunitaires. On ne va pas détailler ça parce que vous allez faire le module 10 millions en troisième année. Donc ne faites pas votre confusion binaire. Ici, un homme reçoit uniquement une circulation systémique, il n'a pas de vaisseau issu d'artère pulmonaire. Est-ce qu'il va participer à l'hématose? Et quelle est la pathologie pulmonaire qui représente cette malformation? C'est là. S'il y a une malformation congénitale vasculaire, un lobe, un segment, on a quelques segments qui n'ont pas de vaisseau issu de l'artère pulmonaire. On aurait les vaisseaux de la circulation systémique. Là, la mucoviscidose, c'est l'épuration mucociliaire des thorax. On va vu rapidement, je crois qu'il y a un problème là. Je vois, bon, la pathologie respiratoire, non? Comme elle va suppurer, elle aura du pur, elle va se transformer en DDP rouge, il faut l'enlever. Non, je dis des cas, il faut l'enlever cette partie. Je m'en avais dit maintenant. C'est là, séquestration pulmonaire. Voilà, donc, ce schéma, il est très clair pour vous. Parce que ce schéma, c'est des éléments de la physiologie cardiovasculaire, il va bien vous représenter la petite circulation à ne pas confondre avec la grande. Ce schéma il est bien parce qu'il y a un agrandissement des cavités cardiaques. Vous voyez bien que l'artère pulmonaire, elle vient du ventricule, mais non pas du ventricule, de l'oreillette droite. L'oreillette droite, elle va recevoir les veines caves. Ah. Et donc, lorsque le sang bleu se transforme en sang rouge grâce à l'hématose, c'est les veines pulmonaires qui vont transporter le sang artériel vers l'oreillette gauche. L'oreillette gauche, ça va l'éjecter pour le ventricule gauche qui va le distribuer pour toutes les cellules et la boucle est bouclée. Donc il y a une grande circulation, il y a une petite
Ne faites pas la confusion, sinon vous n'allez rien comprendre en physiologie cardio-respiratoire. On a pratiquement terminé, parce que en décrivant les éléments du système respiratoire, vous avez compris qu'on va devoir faire face à principalement 3 étapes de transport. La première étape de transport, c'est la ventilation pulmonaire. Le cours va s'appeler mécanique ventilatoire. Donc le système ventilatoire, on va le partager en un système actif et passif pour comprendre cette mécanique ventilatoire. Donc sur le prochain cours, on va le faire en 2 séances parce qu'il est très long, très complexe, très important. C'est la mécanique ventilatoire. Deuxième étape de transport, c'est le transport des gaz par le sang. C'est des échanges alvéolo-capillaires. Et là, on va parler de membrane alvéolo-capillaire parce qu'on a décrit les voies aériennes. On est arrivé à une petite structure très fine qu'on va appeler membrane alvéolo-capillaire. On va parler d'échanges entre l'alvéole et le capillaire. Ça, c'est très important. Deuxième cours. Troisième étape de transport, lorsque le sang veineux se transforme en un sang artériel par les échanges alvéolo-capillaires, on va parler de transport des gaz par le sang. On va parler principalement d'hémoglobine. Donc, après ces étapes de transport, on va parler du dernier cours de respiratoire, ça sera la régulation de la respiration. Et pour comprendre cette régulation, on va mettre 2 ou 3 petites planches, parce qu'en introduction, il faut comprendre quelques concepts, sinon ça sera impossible par la suite. C'est quoi le phénomène de régulation? Je vous ai déjà dit que la régulation, ce n'est pas une étape de transport. C'est un concept, c'est un système de régulation qui permet l'adaptation de la fonction respiratoire aux besoins de notre organisme. Qu'est-ce qui va permettre cette adaptation? Pour avoir une adaptation, nous devons avoir un système de contrôle. Le système de contrôle, le système mort, vous devez comprendre la notion d'existence de centre respiratoire. L'émission centre respiratoire, il ne pourra jamais comprendre la régulation de la respiration. C'est quoi les centres respiratoires? Ce sont des éléments qui vont adapter le niveau ventilatoire en fonction du niveau métabolique. C'est une notion un peu complexe. J'adapte la ventilation aux besoins cellulaires en oxygène et en gaz carbonique. C'est compliqué, mais ce n'est pas compliqué. Pour comprendre, on va commencer par les centres respiratoires. Ils sont où les centres respiratoires? Ils sont là, dans le tronc cérébral. Le tronc cérébral à l'intérieur du système nerveux central. Lorsqu'on fait un agrandissement de cette petite partie, on va avoir le bulbe et la protubérance. Le bulbe de la protubérance, vous allez avoir un groupe de cellules, je vous mets. Ces groupes de cellules, on appelle centres respiratoires. Donc, ce sont des cellules nerveuses qui vont se grouper et qui vont former des amas. On a un regroupement cellulaire et chaque groupe va représenter un centre. Donc, chaque centre respiratoire va avoir un rôle, un fonctionnement. Ces centres respiratoires, comment vont-ils pouvoir adapter le niveau ventilatoire? Il faut qu'ils aient un lien avec l'effecteur de la ventilation. Et qu'est-ce qui déforme la cage thoracique pour la ventilation? Ce sont les muscles de la cage thoracique, principalement Donc on va mettre principalement le diaphragme. Et quel est le lien entre le muscle diaphragmatique et des toutes petites cellules nerveuses qui se localisent dans le bulbe, dans le tronc cérébral? C'est quoi le lien? Le lien ne peut être que nerveux. Donc les cellules vont donner naissance à des potentiels d'action qui vont descendre le long de la vésiculaire. La moelle épinière. Donc le long de la moelle épinière. Et la moelle épinière, elle va envoyer des rameaux nerveux pour innerver le diaphragme. Voilà. Et même pour innerver d'autres muscles de la cage thoracique, comme les muscles intercostaux. Donc lorsque ces cellules augmentent leur décharge, la contraction diminue le tige. Lorsqu'elles diminuent leur activité, elles diminuent leur décharge, l'activité diaphragmatique. Donc vous voyez bien, d'un point de vue anatomique et fonctionnel, vous avez déjà compris le lien qui existe entre le centre respiratoire et le système actif de la cage thoracique qui permet de déterminer le niveau ventilatoire et d'être déterminé par la contraction musculaire principalement diaphragmatique. C'est quoi le lien qui reste pour comprendre la régulation? Ça permet comment dans l'ordre de cette qu'est-ce que je veux dire? Très bien, quand il y a l'information, l'information, elle lui dit qu'il y a un manque d'oxygène, il y a un excès de gaz carbonique. Comment se fait cette information? Et là, vous êtes mieux que les autres, vous êtes mieux préparés parce que vous avez fait dans la régulation de la pression artérielle, vous avez parlé
est mon récepteur et ceci va vous permettre de comprendre. C'est pas qui est mon récepteur. Nous ne nous intéressons pas au parent récepteur. Le parent récepteur, c'est la personne inférieure. Pour comprendre cette notion, il n'y a pas mieux que ce schéma. C'est le dernier, c'est la boucle. Ça, c'est le résumé de la physiologie respiratoire d'un point de vue fonctionnel. Il a pratiquement compris, il a une vue de cas globale sur la physiologie respiratoire. Il va en même temps comprendre comment les centres respiratoires sont au courant du niveau des besoins métaboliques de nos cellules. Qui fait ça? Pour le comprendre, on va dire quoi? On va dire qu'il y a toujours cette interaction entre le système actif et le système passif, au niveau de la pression passive, pour générer, pour déterminer, pour définir un débit ventilatoire. Le débit ventilatoire, c'est le volume d'air inspiré ou expiré par chaque minute. Des points, c'est débit, c'est ventilation globale. Donc cette ventilation globale, c'est elle qui va déterminer la quantité d'oxygène et de gaz carbonique dans notre sang artériel. Donc on va directement mettre une flèche et on va mettre la chimie du sang. Il dit chimie du sang, biologie du sang. C'est une centaine de paramètres. En physiologie respiratoire, on ne va pas parler de cholestérol, de glucose, de triglycérides. Le paramètre biologique qui nous intéresse en physiologie respiratoire, c'est l'oxygène, le gaz carbonique et le... Parce que le pH, vous allez le voir, il est intimement lié au gaz carbonique. Donc ces trois paramètres, leur constance, parce qu'ils vont être constants dans le sang artériel. Parce que vous faites des prélèvements artériels, vous allez toujours trouver la même quantité d'oxygène et de gaz carbonique. C'est stable. C'est stable grâce à qui? Grâce à la ventilation. Si vous asphyxiez quelqu'un pendant quelques minutes, il va mourir. Parce qu'il va avoir un excès de gaz carbonique et un manque d'oxygène qui vont tuer ses cellules cérébrales. Il va avoir un arrêt cardio-respiratoire. Donc, cette permanence, cette fonction permanente, continue, de générer de la ventilation va permettre de conserver stable ces trois paramètres. Vous voyez, nous sommes en physiologie cardio-respiratoire. Donc le cœur et le poumon, le rôle final, principal, c'est le rôle principal final, c'est quoi? C'est de permettre à l'organisme d'avoir trois constantes stables, incontournables à la vie. Nous ne pouvons pas concevoir une vie humaine avec un oxygène qui est réduit, avec un gaz carbonique qui part vers le haut, avec un pH perturbé. S'il y a une acidose là et une alcalose, c'est la mort en quelques heures. Donc ces trois paramètres doivent être stables. Ils sont stables, Dieu merci, par une ventilation qui non seulement est stable, permanente, mais qui va s'adapter aux variations. Parce que si cette ventilation ne s'adapte pas au monde où l'a annexé, comment ils vont rester stables? Et donc on est en train d'expliquer cette adaptation ventilatoire par rapport au gaz respiratoire. Et pour l'expliquer, ces trois paramètres, leur état, il a augmenté, il a diminué. Cet état, cette information, elle doit être acheminée vers... Parce que ce sont les centres qui vont donner l'ordre au diaphragme d'augmenter la diminution de l'activité. Et comment elle se fait ce cheminement de l'information, de la quantité d'oxygène et de gaz carbonique vers des petites cellules dans le tronc cérébral? C'est grâce au chémorécepteur. Donc il y a des petites structures dans les gros troncs artériels qui vont capter la quantité d'oxygène et de gaz carbonique. Ces petites structures donnent naissance à des nerfs, et ces nerfs, vous allez le voir en tout dernier cours, vont acheminer cette information vers les centres. Donc les centres, quoi? C'est des centres d'intégration. Ils vont recevoir une information, ils vont la lire. Bon, les choses vont bien, on garde le même niveau ventilatoire. Ah, les choses vont mal. Le sujet arrive dans une situation pathologique ou la situation difficile, il manque d'oxygène. Donc je donne l'ordre au diaphragme d'augmenter un peu son activité pour conserver la quantité d'oxygène normale. Donc la boucle est bouclée. Lorsque les centres respiratoires reçoivent l'information, ils vont augmenter le débit de l'ordre de la contraction musculaire. Lorsque les muscles changent d'activité, le débit ventilatoire va augmenter ou va diminuer pour régler le problème. Cette boucle, elle peut être stoppée dans son fonctionnement par quoi? Par une situation pathologique difficile. Si le poumon est atteint par une maladie grave, où le sujet va manquer d'oxygène, le centre respiratoire ordonne le muscle diaphragmatique d'augmenter son activité. Le poumon il est atteint d'une pathologie. Est-ce qu'il va pouvoir ramener plus d'oxygène?
Donc, les pathologies respiratoires graves qui vont altérer cette adaptation, même si celle-ci augmente, l'oxygène est toujours, il colle toujours. Cette situation, on va l'appeler insuffisance respiratoire. Donc, l'insuffisance respiratoire, comme vous allez détecter en médecine, en faisant une exploration qui va permettre de mesurer la quantité d'oxygène et de gaz carbonique et le pH dans le sang, c'est la gazométrie. La gazométrie, on va mesurer cette P. C'est quoi? Cette pression partielle. On va le reprendre 4e cours. Donc la gazométrie, en mesurant l'oxygène et le gaz carbonique, va vous dire si la fonction respiratoire, elle est physiologique ou là, elle est défaillante. Et si vous trouvez chez quelqu'un un manque important d'oxygène, avec ou sans hypercapnie, vous allez dire que ce sujet est atteint d'une insuffisance respiratoire. Et pour comprendre l'origine de l'insuffisance respiratoire, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez explorer les étapes de transport. Je vous dis qu'on fait le point le plus important en pratique médicale. Les canaliers aiment la physiologie respiratoire et aiment le raisonnement global de la pathologie respiratoire. Les médecins se disent j'ai des attaques, et en donc, la gazométrie, c'est elle qui donne le diagnostic. Est-ce que les choses sont normales ou pathologiques? Est-ce qu'il y a une insuffisance respiratoire ou pas? Et pour comprendre l'origine de l'insuffisance respiratoire, est-ce que l'insuffisance respiratoire est due à une pathologie pulmonaire? Quel type de pathologie pulmonaire? Est-ce qu'elle est due à un blocage alvéolo-capillaire? Est-ce qu'elle est due à une atteinte du parenchyme pulmonaire? Est-ce qu'elle est due à une atteinte pleurale? Est-ce qu'elle est due à l'anomalie d'hémoglobine? Vous allez explorer les étapes de transport. Lorsque vous explorez la ventilation, c'est la spirométrie. Donc on va le détailler dans le prochain cours. Lorsque vous explorez les échanges alvéolo-capillaires, c'est la capacité de transfert pulmonaire. Lorsque vous explorez le sang, c'est l'hémoglobine, c'est l'électrophorèse, etc. Donc les explorations des étapes, c'est pour donner l'origine du trouble. C'est le trouble en lui-même. C'est la gazométrie. Auquel cas, le fracas, par exemple, le malade insuffisant respiratoire, a une prise en charge à 100% lorsque la maladie s'est compliquée d'une insuffisance respiratoire. Je vais vous donner un exemple pour tester que la caractéristique. Ça sera le dernier exemple. L'asthme bronchique. L'asthme bronchique, c'est la maladie la plus fréquente. Et ça demande beaucoup de médicaments, parce que c'est chronique et les médicaments sont chers. Donc la classe thérapeutique où elle doit donner un taux de validité pour chaque patient. Ou elle a un asthme léger, on va lui donner 60%. Ou elle a un asthme sévère. C'est pas 100%, parce qu'il est jeune, il dépisse dans le sévère, il part chez direct. Donc on va l'aider beaucoup plus. Pour quand on travaille l'asthme nécessite une prise en charge à 100% lorsqu'il est compliqué d'une insuffisance respiratoire. Donc, oui, asthmatique. La casolec, nous sommes à la casolec, c'est carré. Il va être pour exploration. Qu'est-ce qu'il doit rechercher pour dire est-ce que le malade a un 100% de là? Il doit rechercher une insuffisance. Et pour rechercher une insuffisance respiratoire, il va demander une spirométrie, mais je suis obstruction bronchique, ou là il demande autre chose. Est-ce qu'il va demander pour dire s'il y a asthme bronchique ou pas, c'est pas la gazométrie. On va demander une spirométrie pour rechercher l'obstruction bronchique. Si elle est trop sévère ou l'asthme sévère. C'est pour dire si cette obstruction bronchique c'est compliqué ou pas d'une insuffisance respiratoire, nous devons faire une gazométrie. Donc le terme d'insuffisance respiratoire, c'est la gazométrie. L'origine taha, pour chercher elle est d'où, on explore étape par étape le phénomène respiratoire pour préciser son origine. Donc le prochain cours, Inch'Allah, ça sera la mécanique respiratoire à jeudi prochain.